Waouh, les petits angoissés! On se transporte à une autre époque, celle où l'on pensait sans danger le fait de laisser seuls, sans surveillance, 2 enfants en bas âge. C'est parti. Septembre 1955. Serge Morier et sa femme Irène sont allongés dans un transat sur le pont des premières classes du paquebot Tuléar, qui les ramène de Madagascar, où ils viennent de passer 2 ans en garnison coloniale. Irène et Serge transpirent à grosses gouttes. Il ne faudrait pas imaginer cette traversée comme une croisière d'agrément. En 1955, on utilise le bateau parce que l'avion n'est accessible qu'à un petit nombre de privilégiés. En ce long trajet jusqu'à Marseille, qui s'effectue par l'océan Indien, la mer Rouge, le canal de Suez et la Méditerranée, est très éprouvant. Nous sommes au large de Djibouti. L'équateur est encore proche et jamais, sans doute, la chaleur n'a été aussi accablante. Irène et Serge Morier se sourient pourtant. Depuis 10 ans qu'ils sont mariés, c'est un couple uni. Elle est cultivée, fine, sensible, un peu nerveuse parfois. Lui a les qualités qu'on peut attendre d'un militaire. Les pieds sur terre, de l'autorité, de l'équilibre. Bref, ils se complètent et leur entente s'est matérialisée par 2 garçons. Jean-Pierre, 7 ans, et Michel, 10 mois, qui est né lors de leur séjour dans la Grande Île. Leurs enfants, justement, sont restés dans la cabine. Michel a été laissé dans son berceau, pas question de l'emmener dehors par cette chaleur. Bien sûr, en cette année 55, la climatisation n'existe pas sur les navires. Mais le nourrisson a quand même près de lui un ventilateur qui apporte un peu d'air à défaut de fraîcheur. Quant à Jean-Pierre, il a préféré rester sur sa couchette. Il ne se sent pas bien, il a le mal de mer. Irène Morier pose la revue d'actualité qu'elle était en train de lire. « Je vais aller voir ce que deviennent les enfants. » Serge Morier a un signe de tête approbateur. « Je viens avec toi. » Le capitaine et sa femme descendent l'escalier depuis le couloir, les pleurs du bébé sont déjà perceptibles. Quand ils ouvrent la porte de la cabine, ce sont des cris assourdissants qui les accueillent. Irène s'approche du nourrisson et lui passe la main sur le front. Il a chaud. Il est vrai que, malgré le hublot ouvert et le ventilateur qui vrombit près du berceau, il règne une chaleur d'étuve. Irène prépare un biberon d'eau sucrée et prend son fils dans ses bras, mais celui-ci refuse de boire. Il crie plus fort encore. Il est secoué de sanglots. À présent, ce sont de véritables hurlements qu'il fait entendre. C'est assourdissant. Irène Morier, qui est à bout elle-même à cause de la canicule, perd patience. « Ah, si tu cries comme ça, on va te passer par le hublot !» La voix de sa mère doit avoir un effet apaisant car le petit Michel se calme et se tait tout à fait. Elle peut lui donner son biberon. Serge Morier prend la parole avec un rien d'inquiétude. « Tu ne crois pas qu'il faudrait l'emmener chez le docteur ? » « Nous l'avons déjà vu, c'est normal par ces chaleurs. Beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation, c'est la seule chose à faire. » Le biberon terminé, Irène remet l'enfant dans son berceau. « Et moi ? Tu ne t'occupes pas de moi ?» C'est Jean-Pierre, alité dans la couchette à côté. Pour la première fois, il se manifeste. Irène s'assied auprès de lui. « Mais si, j'allais venir. J'ai d'abord été voir Michel parce qu'il est le plus petit. Comment cela va, mon grand ? Tu sais bien, j'ai le mal de mer. Ça va passer. À tout à l'heure. » Elle lui donne un baiser et il remonte sur le pont. Pour se rafraîchir, les Morier décident de se rendre à la piscine, car le Tuléar, par bonheur, en possède une. Elle est évidemment bondée, mais l'eau leur fait tellement de bien qu'ils y restent plusieurs heures, sans se rendre compte du temps qui passe. Lorsqu'ils regagnent enfin leur cabine, ils ont un sourire en arrivant dans le couloir. Le silence règne. Michel s'est endormi. Ils ouvrent la porte et s'immobilisent. Leur bébé n'est plus dans le berceau. Irène se met à crier « Michel ! Michel !» C'est alors que s'élève la voix tranquille de Jean-Pierre depuis sa couchette. « J'ai fait ce que tu m'as dit, maman. »« Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que tu as dit. Il a crié. Je l'ai passé par le hublot. » Dans la chambre, le temps s'arrête. Les Morier veulent croire à une plaisanterie de leur aîné. Ils fouillent dans le placard, ils explorent par terre, mais ils ne trouvent rien. À 10 mois, Michel n'a pas pu quitter son berceau.
Irène regarde le hublot, d'où s'engouffre un air brûlant et par lequel on entend des bruits de flots. Elle s'évanouit. Les moments qui suivent sont dramatiques. Le capitaine du Tuléar est alerté. C'est le branle-bas de combat. L'équipage fait des recherches dans tout le navire. Les passagers lui prêtent main forte, mais le nourrisson est introuvable. Il faut bien se résoudre à admettre l'horrible vérité. Son frère l'a jeté à la mer. Irène Morier est transportée à l'infirmerie dans un profond état de choc. Elle y reste jusqu'à l'arrivée à Marseille. Jean-Pierre, de son côté, est confié à son père. Lui aussi profondément traumatisé. Ils occupent tous deux leur cabine où ils étaient 4 si peu de temps auparavant. L'enfant ne cesse de répéter, entre 2 crises de larmes, « C'est pas de ma faute, papa, c'est maman qui me l'a dit !» À Marseille, c'est le commissaire du port qui se voit chargé de ce cas sans précédent. Le bébé a bel et bien été défenestré par le hublot, mais un enfant de 7 ans n'est pas pénalement responsable. Alors le laisser à ses parents ? Il ne peut s'y résoudre. La mère est encore gravement déprimée. Le père a l'air également perturbé. Il lui semble évident que, dans l'intérêt de Jean-Pierre, il faut l'isoler. Il sera confié à une institution appropriée en attendant que le juge pour enfants décide d'une mesure. C'est une fois arrivés dans leur appartement parisien, alors que leur fils est resté dans un home d'enfants du Midi, sur décision du commissaire, que Serge et Irène parlent pour la première fois du drame. Et leur discussion prend aussitôt un tour extrêmement violent, car l'un et l'autre n'ont cessé de penser et ils sont arrivés à des conclusions diamétralement opposées. C'est Serge Morier qui attaque le premier. Pendant tout le temps que tu étais à l'infirmerie, Jean-Pierre n'a fait que de me répéter « j'ai fait ce que maman m'a dit ». C'est la faute de maman. Et il avait raison. Tout vient de ton inconscience monstrueuse. Je donnerais toute ma vie pour ne pas avoir dit cela. Mais c'est trop tard. C'est toi qui as provoqué ce geste de cet enfant. La criminelle, c'est toi. Non, Serge. Comment ? Serge, le criminel, c'est lui. Je reconnais que ce que j'ai dit était irresponsable. Mais il en a profité. Qu'est-ce que tu dis ? Il n'avait jamais accepté la naissance de Michel. Il attendait une occasion. Il s'est servi de ma phrase inconsciente pour assassiner ce petit frère qu'il haïssait. Pour toute réponse, Irène reçoit une formidable gifle de son mari. Mais cela ne lui fait pas baisser le ton. Je ne veux plus le voir, Serge. Il me fait horreur. C'est ton fils. Non, c'est le meurtrier de mon fils. Si tu ne veux plus le voir, tu ne me verras plus non plus. Comme tu veux, divorçons. Et c'est bien ce qui se produit. Serge continuant à accuser sa femme et Irène son fils. Les Morier vont jusqu'au divorce. La séparation est prononcée au tort réciproque des époux. Mais la grande question est, bien entendu, la garde de leur enfant. Il n'est pas possible de le confier à Irène, qui n'en veut pas. Serge aurait bien accepté, mais la profession rend les choses impossibles. Sa prochaine affectation est en Algérie, en pleine guerre. Alors le juge des divorces, en accord avec le juge pour enfants, remet Jean-Pierre Morier à ses grands-parents paternels, qui habitent la Bretagne, avec droit de visite pour le père et la mère. Irène Morier ne l'exercera jamais. Elle ne veut plus voir Jean-Pierre et elle tient parole. Serge Morier ne viendra jamais non plus, mais pour une autre raison. Il est tué dans un attentat peu après son arrivée à Alger. À 8 ans tout juste, Jean-Pierre Morier se retrouve donc quasi orphelin et tous les efforts de ses grands-parents n'y font rien. De sombre qu'il était, il devient renfermé puis violent. Il faut le retirer de l'école primaire qu'il fréquentait pour le confier à un établissement d'éducation spécialisé. Il ne revient chez ses grands-parents que pour les vacances. Un jour d'été triste et venteux, alors que Jean-Pierre avait 13 ans, monsieur et madame Morier, père et mère, ont découvert qu'il n'était plus dans la maison. Pris d'un terrible pressentiment, ils ont couru jusqu'à la plage. Là, ils ont trouvé ses vêtements bien rangés sous la pluie. Mais pas de Jean-Pierre. Les secours, aussitôt alertés, ont exploré les environs pendant une semaine entière, sans pouvoir retrouver son corps. Sous son oreiller, il avait laissé un mot laconique. « Je vais rejoindre Michel ». C'était tout. Il ne disait pas s'il n'avait pu supporter les remords de son crime ou l'injuste accusation de sa mère. C'est sur un point d'interrogation que se termine ce drame. Qui de Serge ou d'Irène Morier avait raison ? Est-ce que cet enfant naïf avait agi à cause d'une phrase stupide ? Ou au contraire était-ce un petit monstre machiavélique qui avait froidement tiré parti des circonstances ? Les vagues en engloutissant Jean-Pierre ont laissé la question sans réponse. 2 frères reposent, l'un dans les flots brumeux de la Bretagne, l'autre dans les eaux brûlantes de la mer Rouge.
2 innocents? Ou bien un meurtrier et sa victime? Nul ne le sait. C'est le secret de la mer. Voilà mes petits angoissés. Si l'on doit tirer une morale à cette triste histoire, c'est qu'il faut toujours faire attention aux paroles proférées devant les plus jeunes et ne jamais laisser ses enfants sans surveillance. À bientôt les petits angoissés.